Bienvenue sur Pogledi FR, la chaîne Histoire, Actu et Culture Iconoclaste consacrée aux Balkans. Cette fois, un podcast un peu particulier par rapport à d'habitude, puisque j'ai profité d'un séjour en Serbie cet été pour vous rapporter quelques images. Ce n'était pas du tout prémédité, c'était une idée qui m'est venue spontanément pendant que j'y étais, et je n'avais qu'un vieux smartphone à ma disposition, pas d'ordinateur sous la main pour pouvoir voir le rendu de ce que je filmais et éventuellement filmer de nouveau les séquences qui seraient ratées. Alors j'implore votre indulgence, ce n'est pas filmé en ultra haute définition, Dolby True, HD avec stabilisateur d'image, etc. Et d'ailleurs ça m'a pris une éternité à le monter en essayant de faire un produit audio et vidéo le plus décent possible, en utilisant des logiciels de traitement de fichiers dont j'ai eu à apprendre à me servir sur le tas. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, alors je n'avais pas eu les automatismes et l'expérience d'un youtubeur chevronné, notamment dans le choix des moments et de l'environnement des tournages. Il y a par exemple, hélas, des bruits de voiture dont je me serais bien passé. Mais malgré tout, je crois que ce que j'expose vaut la peine d'être vu, et la prochaine fois, ce sera sûrement meilleur avec l'expérience acquise sur celle-ci. Les images qui vont suivre ont été tournées entre juillet et août 2024. Il faisait entre 35 et 42 degrés tout le temps, et la lumière était au maximum, ce qui aussi a eu un impact non négligeable sur les images, ce que je ne pouvais pas vraiment voir sur le téléphone. J'espère que vous aimerez quand même ce reportage, et si vous souhaitez nous aider, je vous invite à lire la description sous cette vidéo. Je voudrais vous faire visiter, puisque l'occasion se présente, des endroits de Serbie sous un angle iconoclaste. Vous verrez que cette région du monde est chargée d'histoire pour un si petit espace. Puisque l'occasion se présente, je commence par la ville de Kraljevo, dans la région de Raška, à 130 km au sud de Belgrade, qui est donc au nord par là. Comptant environ 60 000 habitants. C'est équivalent en France de la ville de Valence, Neuilly-sur-Seine, Levallois, Ajaccio. Elle est traversée par la rivière Ibar, qui est là, qui prend sa source en Metochi, à la frontière entre la Serbie et le Monténégro. Se déverse à l'est de Kraljevo, dans la Morava, qui est elle-même un affluent du Danube. Nous sommes à 60 km environ à vol d'oiseau de la ligne de démarcation avec le Kosovo, Metochi, sous occupation de l'OTAN. Ce que vous voyez en fond, c'est le mont Stolovi, qui est à environ 1150, 1200 mètres d'altitude. Et je me trouve sur le pont, le nouveau pont qui existe depuis 10 ans, qui a été financé par un émigrant serbe du Canada, donc une initiative privée. À 30 km au sud-sud-ouest de Kraljevo se trouve le monastère de Studenica, un monastère érigé en 1186, legs du roi des Étienne Nemanja, fondateur de la dynastie des Némanides, et père de Saint Sava, qui obtiendra de Constantinople l'autonomie de l'église serbe, et ce qui sera la fondation de l'église orthodoxe serbe en 1219. La dynastie des Némanides régnera sur 2 siècles sur la Serbie du Moyen-Âge, entre 1166 et 1374, à la mort de Stefano Roche le Cinquième, dit le Faible, parce qu'il n'avait pas su maintenir l'empire hérité de son père, Étienne Dušan, le Puissant, qui régnait aussi sur une partie de ce qui est aujourd'hui la Grèce, de l'Épire jusqu'au mont Athos en mer Égée, le golfe de Corinthe et l'Adriatique. Il n'y avait pas de descendants, l'empire se désagrège en plusieurs despotats, dont la Serbie moravienne, sur laquelle régnait le tsar Lazare, qui périra à l'illustre bataille du Kosovo Polier en 1389 contre les Ottomans.
et qui, contrairement à ce qui est répandu, est une victoire serbe. À 6 km de Kraljevo, sur la rive droite, donc par là, se trouve le monastère de Žiča, édifié par le legs du frère du fondateur, Saint Sava de l'église orthodoxe serbe, et le premier roi de la dynastie des Némanides, à y être couronné roi. Ce qui explique le blason qu'on peut voir de la ville de Kraljevo des 7 couronnes sur fond rouge. 7 couronnes étant les 7 rois des Némanides à y être couronnés. Et le fond rouge rappelant la couleur rouge des murs extérieurs du monastère de Žiča, lui-même inspiré de l'église du patriarcat de Pécs en Metochi, qui est le siège de l'église orthodoxe serbe. À l'est et au sud, vous avez aussi des villes d'eau, cure thermale, et notamment Vrnjačka Banja, par là, je pense, à 25 km de Kraljevo, la plus grande des cures thermales en Serbie et l'une des plus grandes destinations touristiques à l'extérieur de Belgrade. Voilà un court aperçu du centre-ville de Vrnjačka Banja. Un début de soirée d'été, c'est toujours aussi fréquenté. Les gens viennent de toute la Serbie et même de l'étranger. Ils viennent se détendre, se reposer, recharger les batteries dans une atmosphère paisible, souvent agrémentée de concerts, comme sur ces images. À 50 km au nord, nous avons la ville de Kragujevac, qu'on peut pas voir ici, qui a environ 150 000 habitants, la ville où a été construite la première usine des Balkans, si je me souviens bien, en 1851. Et qui est aujourd'hui principalement l'usine Fiat Automobile, c'est-à-dire Stellantis. Et à grand renfort de publicité, on a pu entendre dans les médias ces derniers jours qu'on y construira en série la Fiat Grande Panda électrique et hybride. Mais nous y reviendrons. Alors, comme partout en Europe, le gouvernement en Serbie et ses relais médiatiques publics et privés font de la propagande intense en faveur de la voiture électrique. La maillot ne semble pas franchement prendre, puisque le secteur ne semble pas en grande expansion, malgré les subventions énormes pour produire voitures, batteries et infrastructures. D'ailleurs, il semble que dans le monde, les marchés financiers ne sont pas non plus très optimistes, puisqu'on apprend sur Bloomberg que les fonds d'investissement parient contre l'industrie des énergies dites vertes, et au contraire, ils augmentent leurs investissements dans les énergies fossiles. C'est un indicateur important à prendre en compte en premier lieu, parce que souvent les marchés sont le règne du pragmatisme concernant les tendances globales de long terme. L'explication donnée est que malgré des subventions énormes versées par les gouvernements au secteur aux États-Unis, en Europe et en Chine, et malgré les promesses rassurantes, les actions de ces sociétés dites vertes sont en termes de rentabilité très loin derrière les actifs sur les autres marchés. Il faut savoir qu'un fonds d'investissement, quand il décide d'investir dans un actif financier, il le fait pour plusieurs années. Il achète des actions d'une société à un moment donné et il les conserve pour des années, quelles que soient les fluctuations des cours pendant cette période. Alors on ne peut pas vraiment dire que c'est l'avenir. D'ailleurs, l'indice américain S&P des sociétés vertes a perdu 60% de sa valeur en 3 ans, pendant que le S&P fossile a pris 50%, et le S&P global des 500 plus grosses entreprises américaines plus 100%. Bien entendu, pour la Serbie comme ailleurs, il doit y avoir un but inavoué, puisque la Serbie fait partie de ces pays pour lesquels se reposer sur des énergies prétendument propres comme socle de politique énergétique, c'est particulièrement irrationnel au vu des infrastructures routières
et des infrastructures de production et distribution d'électricité. Ou bien c'est simplement de l'ignorance, ou bien c'est de la corruption. Bon, je ne suis pas expert, mais la Serbie produisant à 70% son électricité avec des centrales thermiques, n'ayant pas de centrale nucléaire, s'étendant sur une superficie équivalente à la région Occitanie, avec des véhicules électriques chers à l'achat pour lesquels les Serbes n'ont pas les moyens, il y a peu de chances que la population se jette massivement sur l'achat de ces véhicules, même avec des subventions de l'État, qui ne saurait être possible que par une aggravation de la dette de l'État envers l'étranger. D'ailleurs, la dette de l'État s'élève à 36 milliards d'euros en mars 2024, soit 3 fois plus qu'en mars 2011, d'après une dépêche du ministère des Finances pour trouver le chiffre de 2024. Un indicateur qui peut confirmer mon impression est que 2 389 105 automobiles particulières au total sont immatriculées officiellement en Serbie en 2023, d'après l'équivalent de l'INSEE en Serbie. Et seulement 19 762 d'entre elles sont des véhicules neufs, c'est-à-dire 0,8%. Et parmi ces 2 millions, le nombre de véhicules électriques et hybrides n'est pas très clair. Quelqu'un ment dans les déclarations qui suivent. Ici, le 21 avril 2023, sur Bloomberg, filiale Balkan, on indique un chiffre issu du ministère de l'Intérieur, qui est le seul habilité à délivrer des plaques d'immatriculation pour les véhicules en Serbie. Il y aurait donc 1722 véhicules électriques et près de 15 000 hybrides, à comparer aux 2 389 105 automobiles au total immatriculés en Serbie en 2023, dont seulement 19 762 sont des véhicules neufs. Ensuite, en août 2023, un article indique qu'en Serbie, il y a 500 véhicules électriques immatriculés, pour lesquels l'État a apporté 2 millions d'euros de subventions, d'après le directeur du Centre pour les véhicules électriques et hybrides. Et là, le 13 septembre 2024, le Premier ministre serbe déclare que fin août 2024, 3629 véhicules électriques sont immatriculés en Serbie. Bref, il y a à cet instant entre 0,02% et 0,15% des automobiles immatriculés en Serbie qui sont électriques. Et après, comment ne pas conclure qu'on est à une époque où c'est la tyrannie des minorités qui s'impose à la majorité? Alors on pourrait nous faire croire que malgré tout ça, la fabrication est probablement pour l'export, puisque Fiat exportait déjà la majorité de sa production depuis que l'usine Zastava de Kragujevac lui a été offerte sur un plateau. Mais comment croire qu'on puisse faire passer les compétences de la main-d'œuvre locale si vite d'un modèle économique, la fabrication d'automobiles à énergie fossile, à un autre, alors que le système économique de la Serbie était en ruine il y a à peine 20 ans, et qu'il n'y a pas d'intérêt naturel pour ce genre de véhicule dans le pays. Maintenant, une brève histoire de la ville, sous ce décor qui a l'air très dynamique, fait de complexes sportifs construits juste sur les bords de la rivière Ibar, qui ne devrait pas nous tromper parce que c'est là que, quelque part sur ces rives, qu'à partir de fin novembre 1944, les communistes, les partisans communistes qui sont entrés dans la ville, avec l'appui de l'armée rouge, ont massacré des civils innocents serbes qui leur étaient opposés, qui étaient passifs ou qui étaient dépossédants. Alors pour faire un bref historique, des fouilles archéologiques ont établi que les environs de Kraljevo étaient déjà habités 2000 ans avant Jésus-Christ. Sous l'Empire romain, la région était la frontière de la province romaine de Moésie supérieure et de la Dalmatie. Elle avait d'importantes richesses minières et la présence d'eau thermale. Et c'est après la fondation du monastère de Jiča et Studenica qu'un village, Rudopolje, se formera sur l'autre rive de la rivière Ibar, c'est-à-dire celle-ci, au XIVe siècle, qui deviendra finalement la ville de Kraljevo. Rudopolje tombe sous l'occupation ottomane à la chute du despotat de Serbie en 1459. Au XVIIIe siècle, l'occupation autrichienne du nord de la Serbie s'arrêtera jusqu'au nord de Kraljevo.
c'est-à-dire par ici, sur la rive gauche de la rivière Morava, et Rudopoliet deviendra un caravansérail qui s'appellera Karanovac depuis la mi-16e siècle, puisqu'il se situe à cette époque dans la zone de l'occupation ottomane qui recueillera les Ottomans chassés par les Autrichiens des villes environnantes du nord, de Kragujevac, Tchatchak et autres. À Karanovac se développera, outre l'agriculture, l'artisanat, et sera l'une des grandes zones ottomanes, les plus grandes zones ottomanes habitées de la région. Il sera réduit en cendres dans la guerre russo-turque des années 1740, et après le premier soulèvement serbe de 1804, Karanovac s'est libéré des Ottomans en 1805 et l'exode inverse survient. Les Serbes affluent, remplaçant les Ottomans chassés plus au sud. Ce soulèvement de 1804, entrepris par Karageorges, le fondateur de la dynastie des Karageorgiević, fera libérer le village, devenu ville de Karanovac en 1805, et devient siège de l'une des 12 préfectures de la principauté de Serbie en 1819. Puis mairie et siège de l'évêché de l'église orthodoxe serbe en 1853. En l'honneur de la visite du roi Milan Obrenović, la ville est renommée Kraljevo, qui signifie littéralement la ville du roi, en 1882. Et elle ne sera renommée que pour une courte période sous la dictature communiste Rankovićevo, entre 1949 et 1955, d'après Aleksandar Ranković, qui est un des apparatchiks de la dictature communiste et ministre de l'Intérieur de la Yougoslavie communiste à partir de la fin de la guerre. Kraljevo a bien entendu été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, dès 1941. Et ils ont d'ailleurs rebaptisé la place centrale Franz Josef Platz, place François Joseph, ce qui ne laissera aucun doute sur leurs intentions à l'égard des Serbes. Puis ils ont été renforcés par les Bulgares en 1942. La garnison allemande de la Wehrmacht va d'ailleurs commettre à Kraljevo l'un des pires massacres en Serbie sous occupation pendant cette première phase de la guerre. Rappelons que Kraljevo comptait environ 12 000 habitants en 1940. 2255 Serbes qui y vivaient y ont été exécutés entre le 14 et le 20 octobre 1941. C'est un anéantissement démographique avec près de 20% de la population disparue en quelques jours, laissant des familles entières sans moyens de subsistance, et la ville mettra des décennies à s'en remettre. Mais il y a eu aussi 2803 Serbes tués en représailles à Kragujevac du 19 au 21 octobre 1941, ce que vous avez sûrement lu sur notre site, ainsi que près de 2000 Serbes dans la région de Šabac, dans la même période, non loin de là où, par le plus inattendu des hasards certainement, depuis quelques années, une multinationale anglo-saxonne fait le maximum de pression sur le gouvernement de Serbie pour qu'il l'autorise à y creuser une immense mine de lithium, ouvrant la voie à la transformation de la Serbie en gruyère de pollution, qui rendra à jamais les campagnes de Serbie inhabitables. Le gouvernement de Serbie aimerait d'ailleurs bien s'y plier, mais il fait face au refus résolu de la majorité de la population, qui manifeste très régulièrement et massivement ces derniers mois dans plusieurs villes de Serbie, ce que vous ne pouvez trouver témoignage principalement que sur les réseaux sociaux, mais dans quasiment aucun média traditionnel. En résumé, 14 Allemands tués et 10 blessés à Kraljevo, 10 Allemands tués et 26 blessés à Kragujevac, 10 tués et 44 blessés dans la région de Šabac, soit plus de 7000 victimes civiles serbes, rien qu'en octobre 1941 en Serbie, dans ces trois lieux, en représailles pour 34 soldats de la Wehrmacht tués et 80 blessés dans les combats contre l'armée du royaume de Yougoslavie, commandée par le général Mihailović. Une mention particulière pour les événements dans la région de la ville de Šabac. C'est à l'ouest de Belgrade. La région dont elle est le centre touche la rivière Drina, qui est aujourd'hui frontalière de la Bosnie-Herzégovine, où les Austro-Hongrois avaient 25 ans avant ces événements de 1941, pendant la Première Guerre mondiale, commis de monstrueuses atrocités qu'on ne qualifiait pas encore de génocide contre les Serbes, comme ces quelques photos qu'eux-mêmes avaient prises en montrent le degré. La région ne s'était pas encore remise des pertes de la Grande Guerre et déjà dans la Seconde, les Allemands massacrent encore. D'ailleurs, Heinrich Himmler,
le plus haut dirigeant de la SS, est venu à Kraljevo en octobre 1942 pour superviser l'opération Kopaonik contre les Tchétniks du général Mihailovitch, et plus précisément contre son corps d'armée commandé par le colonel Dragutin Keserovitch. Ici, Himmler passe en revue la 7e division SS Prince Eugène juste avant l'opération Kopaonik, le 15 octobre 1942 à Kraljevo. Et là, le colonel Keserovitch et ses officiers du corps d'armée de la Rasina, le 1er novembre 1942, peu après l'échec de l'opération SS Kopaonik contre eux. Toutes ces photos sont restées dissimulées dans les caves du musée de Kraljevo pendant toute la période du régime communiste en Yougoslavie, parce qu'elles démontrent qui étaient les ennemis des nazis en Serbie. À cette époque-là, les partisans communistes s'étaient enfuis loin hors de la Serbie occupée par les Allemands. À l'arrivée des communistes, cette petite maison datant des années 30, bourgeoise probablement, a servi de quartier général de ce qui s'appelait la police secrète yougoslave, et aujourd'hui, comble de l'ironie, c'est le siège du parti socialiste local, ex-parti communiste. Et évidemment, la maison n'a jamais été restituée à ses propriétaires d'origine. Nous arrivons sur la place centrale de Kraljevo. Où trône un monument aux guerriers serbes, comme il s'appelle, des guerres de 1912 à 1918, c'est-à-dire la première guerre balkanique, la deuxième guerre balkanique et la première guerre mondiale. Il symbolise un soldat serbe. La face est tournée vers le nord, d'où vient l'agresseur, qui enserre le drapeau et tient son fusil. Ce monument est sur un socle, un roc, symbolisant la force de la terre. Et au bas sont dessinés comme des vagues qui s'échouent sur le roc et ne l'abattent pas, faisant penser au Golgotha serbe, lorsque les 1916, toute la Serbie, à parler proprement, a dû fuir à travers l'Albanie jusqu'à Corfou, où beaucoup y ont laissé la vie, en Grèce, et faute de place pour les enterrer sur l'île, beaucoup ont été immergés au fond de la mer. Le monument était une copie conforme au monument aux libérateurs de Belgrade, qui se trouve au cimetière du Nouveau-Belgrade, à l'écart, et l'association des anciens combattants qui voulait le construire, donc il l'a construit, qu'il a érigé sur ses fonds privés, mais content de l'emplacement qui lui avait été octroyé, a offert le moule pour le monument à la ville de Kraljevo, parce que le président de l'association était originaire de la ville, à la seule condition qu'il soit érigé vraiment au centre de la ville, à la vue de tous. Il était censé contenir les ossements de ceux qui ont péri pendant ces guerres. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la liste des noms de ces victimes a disparu. Et sur les plaques qui étaient censées porter les noms, sont inscrites toutes les batailles des guerres balkaniques et de la Grande Guerre auxquelles ont participé les soldats serbes de Kraljevo. Ça en fait un certain nombre. Le
voilà de face. On est en plein soleil, alors c'est difficile de bien filmer. Nous revoilà dans le dos du monument et nous sommes en face du Café Paris qui est là depuis 1882, je crois, de mémoire. À l'époque, c'est des commerçants du coin qui avaient créé une sorte de caisse d'épargne et d'abord un café-hôtel qui est l'un des plus luxueux de la région pour l'époque, qui a eu l'électricité à partir de 1903, si j'ai bonne mémoire. Et lors de la création de la caisse d'épargne locale, ils l'ont mis sous hypothèque. Et c'est resté presque dans son jus. Voilà. Nous allons maintenant aller dans le fond, où il y a le mémorial aux victimes de la barbarie nazie du 14 octobre 1941, quand 2200 Serbes ont été exécutés par les Allemands, civils, très peu de communistes parmi eux, et qui a été négligé après la guerre sous le communisme. Cette place centrale de Kraljevo est un lieu de promenade favori des Kraljeviens le soir, en particulier l'été, comme vous pouvez le voir ici. Il est environ 10 heures du soir, des enfants en bas âge aux personnes âgées. Les gens des environs se retrouvent ici, se promènent, jouent, discutent. L'atmosphère est paisible, sereine. Jamais un seul incident ou agression, ou alors c'est extrêmement rare. D'ailleurs, cette place avec le monument du souvenir, érigé pour le recueillement, est aussi devenue un lieu de rassemblement pour des meetings politiques, mais aussi régulièrement la tenue de concerts. Comme quelques jours après ce tournage, une association culturelle locale de groupes folkloriques, Abrašević, y tenait un mini-festival sur un week-end. Un concert gratuit avec des invités d'homologues de pays étrangers. Il y avait des groupes de Grèce et du Monténégro, jusque-là rien que de très normal pour la région vu la proximité culturelle de ces pays avec la Serbie. Mais plus surprenant, des groupes sont venus du Pérou et de Colombie. Pareil, comme vous pouvez le voir, l'ambiance est paisible. Quelques dizaines de personnes assistent au concert et visiblement apprécient. Et je vous propose un petit intermède musical pour faire une pause sur le côté historique de Kraljevo pour vous les montrer. Il y a donc le groupe Meraklides de Grèce occidentale, Zahumlje de la ville de Nikšić au Monténégro, Peru Multicolor et Fundación Cultural de Colombie.
por el Perú.
aux guerriers serbes devant la mairie, qui date de la période communiste, qui a été construite après la guerre en lieu et place d'une école. C'est tout à fait symbolique. Et là, un petit monument qui recense le nom de tous les habitants de Kraljevo qui ont péri dans les guerres des années 1990. 85 noms, dont 78, si j'ai pas de mémoire, qui ont péri lors de l'agression de l'OTAN sur la Serbie en 99. Modeste hommage à côté d'une fontaine. Vous remarquerez que l'architecture est tout à fait anarchique. Un mélange de l'ancien des années 30 qui a été conservé, pillé, réquisitionné pour les besoins des apparatchiks, des nouvelles constructions typiquement communistes, sans esthétique, et du néo-moderne, un peu de futurisme occidental. Allons vers le mémorial aux victimes de la barbarie nazie. Nous sommes en route depuis le centre-ville vers le mémorial aux victimes de la barbarie nazie du 14 octobre 41. Périr 2200 Serbes innocents. Et là, le monument communiste qui leur est dédié. Et nous y passerons tout à l'heure. Nous voici à quelques dizaines de mètres du centre-ville où on voit au fond la statue, le monument commémorant les guerriers serbes des guerres 1912-1918. Première guerre balkanique, deuxième guerre balkanique, première guerre mondiale. Nous sommes entre la gare routière, qui est le mode de transport intercité le plus fréquent en transport en commun, et la gare ferroviaire, où il passe très peu de trains, qui est plutôt délaissé. Alors certains disent que c'est par mauvais état des infrastructures, mais d'autres disent que c'est une question de corruption, puisque le transport ferroviaire est public et les autobus, les compagnies d'autobus sont privées. Et on raconte que certains propriétaires de ces compagnies de bus soudoient qu'il faudrait dans les ministères pour pouvoir faire supprimer des liaisons ferroviaires entre les villes, puisque le transport ferroviaire est très peu onéreux. Et nous sommes sur ce pont ferroviaire qui enjambe les rails pour aller sur les lieux du massacre, du crime de masse du 14 octobre 1941 de Kraljevo, où il y a un mémorial, mais qui ne reflète pas la vraie douleur qu'a représenté cet événement, puisque près de 10% de la population de l'époque de Kraljevo a été exécutée par les Allemands. Vous voyez ce train, ce wagon à l'entrée qui était censé représenter l'espoir qu'avaient les réfugiés serbes qui fuyaient l'État indépendant de Croatie à partir d'avril 1941 et qui ont été aussi du nombre des victimes. Environ 2200 civils serbes ont été tués en représailles de l'attaque de la garnison allemande de Kraljevo par les Tchétniks. Vous voyez l'état dans lequel il est aujourd'hui. Il a été incendié, vandalisé. C'était un repère une sorte de squat à une époque peut-être. Là, l'état dans lequel il est fait que même les marginaux éventuels n'y séjournent plus. Alors depuis 1 an environ seulement, il y a une clôture qui a été établie, qui a été montée autour de ce monument. Alors à l'époque il n'y avait rien, il n'y avait aucun immeuble, aucune maison.
C'était même un terrain plutôt plat, un champ plat. Et ici reposent les fosses communes de 2200 civils serbes, 100 Serbes exécutés pour chaque Allemand tué, 50 Serbes exécutés pour chaque Allemand blessé. Alors, est-ce que ça reflète vraiment la dignité, le souvenir des victimes? Je crois que non. Et c'est un des indicateurs qui montrent que le communisme est encore là, présent, qu'il règne encore. Alors parmi ces 2200 victimes civiles de la barbarie nazie, il y avait très peu de communistes, ce qui explique pourquoi il est plutôt délaissé et puis même négligé. Vous voyez à côté un terrain d'entraînement de football. Le Kraljevo possède un club qui doit être en 2e ou 3e division du championnat de Serbie. Le terrain officiel qui est à côté, donc un mémorial entouré de 2 terrains de foot. Génial. Et donc après-guerre, les communistes n'ont fait que le minimum syndical, à savoir ériger une sorte de mémorial, en évidemment s'attribuant tous les mérites de la résistance, qui n'ont pas pu avoir les réaliser, puisqu'avant la guerre, selon leurs propres chiffres, il n'y avait que 1500 membres du Parti communiste en Yougoslavie, dans le royaume de Yougoslavie. Et cette clôture a été érigée parce que pendant de nombreuses années, comme après-guerre, beaucoup de gens sont venus de Dieu sait où pour y établir leur habitat. Après des générations et des générations de gens qui n'étaient pas du coin, qui ne se sentaient pas concernés. Certains qui avaient des chevaux, des vaches, les laissaient paître sur l'endroit du mémorial, ce qui était un peu, ce qui faisait un peu mauvais genre. On parlait de la rareté des trains, en voici justement un. Comme vous le voyez, il est plutôt en très bon état, récent, et à l'intérieur il est bien entretenu. Pour l'anecdote, c'est un train de fabrication russe, fonctionnant au diesel, construit près de Moscou en 2011 pour la Serbie par la société Metro-Vagonmash. Voilà l'état du wagon. C'est déplorable. Il y a un chat qui a trouvé refuge. Le poste de sécurité maintenant, pour éviter que les gens y passent. Il me faut ajouter des précisions importantes pour mieux faire comprendre comment on manipule les masses, comment en dictature on fabrique l'inconscient collectif sur le long terme. Ce mémorial aux victimes du nazisme n'a été construit que dans les années 1970, plus de 30 ans après le massacre. Jusqu'alors, les charniers étaient d'abord surmontés de dizaines de croix en bois, que les communistes ont rasées après la guerre, ne délimitant le pourtour des fosses communes que par de simples piliers en pierre et des chaînes avec une plaque de marbre au milieu. Il a été décidé que ce mémorial fera partie d'un parc du souvenir, qui comprend également un monument communiste à la gloire de leur résistance près de la gare. Cette partie du mémorial est donc le lieu où reposent les dépouilles d'environ 2200 personnes. Et les plots qui l'entourent sont censés symboliser les arbres coupés à leurs pieds, comme pour représenter le fait que des personnes d'âge divers ont vu leur vie s'arrêter ce 14 octobre 1941. Il comporte aussi des plots plus grands, symbolisant les combattants communistes qui n'ont pas été touchés par l'événement, mais avaient un lien avec la ville. Ces plots sont toujours là, alors qu'on sait que non seulement peu de communistes sont du nombre des victimes, mais que dans les attaques contre les Allemands qui précèdent les représailles, les communistes s'étaient retirés du front, laissant les Tchétniks seuls dans les offensives.
Il avait été décidé dans les années 1960 que la commémoration se fera selon un programme strict sur plusieurs jours, qui inclut discours, dépôts de gerbes, mais aussi concerts, expos, théâtre et sport. Bref, des spectacles sur plusieurs jours dont le programme est donné à l'avance, qui dans l'ensemble donne l'impression d'un cirque macabre, plus qu'à une cérémonie de recueillement. Et chaque année, le 14 octobre, on y faisait venir toutes les classes des écoles de la ville pour assister dans cette arène à ce cirque macabre qui véhiculait une sorte d'abstraction, censé rappeler un événement criminel, ainsi que des victimes bien réelles, qui avaient une identité bien définie. Mais ce spectacle n'a eu pour conséquence que de les enfoncer dans l'anonymat de l'inconscient collectif. De nos jours, le 14 octobre est le seul jour de l'année où, à l'exception des descendants des victimes qui y sont ensevelis, le mémorial est visité. Et ces dernières années, on constatait la raréfaction des jeunes pour cette commémoration, alors que sous le communisme, c'était obligatoire. Mais il doit exister une sorte d'inconscient collectif qui fait que la population sent bien que quelque chose ne tourne pas rond dans la façon dont on commémore depuis 80 ans ce massacre. Alors ils l'ont un peu déserté. Et cette année, aux surprises, pour la première fois depuis des années, on a vu un retour en nombre des jeunes sur les marches de l'arène. Mais on ne peut s'empêcher de se dire que les dirigeants politiques, par le biais des directeurs d'école et professeurs, a recommencé à leur forcer la main pour les faire venir, en pratiquant par exemple le chantage à la mauvaise note. Puisque sitôt l'oraison funèbre servie par les popes de l'église orthodoxe, les jeunes, comme on le voit sur ces images, quittent les lieux par cohorte entière, et ce pendant le discours du maire de Kraljevo et du secrétaire d'État aux anciens combattants. Tous les médias serbes ont parlé de la commémoration du 14 octobre, mais en veillant scrupuleusement à éviter de montrer ou parler de ces jeunes qui par dizaines partent pendant le discours du maire, qui est membre du parti du président de Serbie. C'est stupéfiant. À l'opposé, la commémoration d'un autre événement à Kraljevo a eu lieu le lendemain 15 octobre, et vous allez voir pourquoi j'ai bien dit à l'opposé. Même parmi les habitants de Kraljevo, rares sont ceux à connaître même l'existence de l'événement. Certains vivaient pendant des décennies à côté du lieu où ça s'est produit, sans savoir que quelque chose de dramatique y a eu lieu. Et à l'exception des chaînes de télévision locales, aucun autre média n'était présent à la commémoration, pas même un officiel. Nous sommes dans un champ nommé Popov Potok, qui est à environ 1800 mètres à vol d'oiseau du mémorial aux victimes de la barbarie nazie du 14 octobre 41. Presque le cœur de la ville de Kraljevo. Ici, le 14 octobre 41 au matin, un régiment de tchétniks a pris d'assaut les troupes allemandes retranchées dans l'école d'agriculture, située sur les hauteurs de la ville, mais sans succès. 45 tchétniks sont morts dans les combats et les Allemands ont exécuté tous les blessés sur lesquels ils avaient pu mettre la main les jours suivants. Ils les ont tous enterrés dans un charnier dans ce champ. Puis, moins de 2 ans plus tard, à l'été 1943, les Allemands, aidés des collabos de Ljotić et de l'armée bulgare qui ratissaient la région pour traquer le général Draža Mihailović et détruire son organisation, font des rafles de Serbes dans les villages entre les villes de Kraljevo et de Čačak. Ils les amènent ici à Popov Potok. Ils leur font creuser eux-mêmes les 3 tranchées qui seront leurs tombeaux, mais une des 3 s'avérera être de trop. À cette occasion, environ 500 Serbes sont exécutés. Puis, à l'automne 1944, les partisans communistes arrivent, derrière l'armée rouge qui entrait en Serbie depuis la Bulgarie et la Roumanie en septembre 1944. Les partisans poursuivent leur deuxième phase de la révolution, c'est-à-dire la liquidation de l'élite intellectuelle paysanne de la région, les possédants, ainsi que tous les opposants réels ou supposés à l'établissement de la dictature communiste en Yougoslavie. Et ainsi, à Popov Potok, ils remplissent la 3e tranchée restée vide après le départ des occupants allemands et bulgares. Au moins 600 Serbes au total reposent dans ces charniers au même endroit, victimes d'abord des Allemands, puis des Allemands et leurs alliés, et enfin des communistes. Mais on ne connaît évidemment toujours pas le nombre de victimes des communistes, pour lesquels il n'y a jamais eu d'enquête de fait depuis 80 ans. Mais certains évoquent le total des victimes des nazis et des communistes à être au nombre de 1200. À partir du 18 mai 1945, tous les charniers des victimes des communistes deviennent des zones interdites et des secrets d'État, y compris à Popov Potok.
Ainsi, avec le temps, le souvenir dans l'inconscient collectif a fini par s'étioler. De hauts buissons et forêts ont poussé. L'endroit servira souvent de décharge sauvage, et seules les familles des disparus se rendaient à l'aube ou bien de nuit très tard sur le lieu de ces charniers pour y allumer un cierge, le plus discrètement possible chaque 14 ou 15 octobre, de crainte d'être vus par quelques malfaisants qui les dénonceraient à la police secrète. D'ailleurs, comme un clin d'œil de l'histoire, l'équipementier automobile allemand Leoni a fait construire une usine il y a quelques années presque au bord de ces charniers. Charniers interdits d'approche sous le communisme, où les Allemands avaient massacré plus de 500 personnes. Hélas, rien n'avait non plus changé même après la chute de Milošević, quand formellement le communisme est tombé en Serbie. Et de rares personnes continuaient d'aller sur le charnier en cachette. Puis ces dernières années, cela se faisait au grand jour, après qu'une croix en bois y a été plantée, mais avec toujours peu de monde. Et seulement récemment, il y a quelques années, l'initiative privée d'un écrivain local, avec une association de familles des victimes, a entrepris de défricher et de nettoyer la zone et d'y ériger un modeste monument qui vient d'être officiellement inauguré ce 15 octobre. Aux côtés du drapeau de la Serbie, du drapeau de l'église orthodoxe serbe, on remarque le drapeau du régiment tchétnique de Yalica, dont ses membres sont les premières victimes ensevelies ici. Environ 150 personnes étaient présentes, et pas un officiel de haut rang, au mieux un conseiller municipal, qui est lui-même descendant d'une de ces victimes enterrées là. Et la tenue digne de la foule présente, venue se recueillir devant des charniers contenant la dépouille de plus de 600 personnes, tuées parce que serbes, est un contraste confondant avec le cirque macabre dont on a fait la commémoration du 14 octobre des victimes des nazis près de la gare. Pourtant, dans les deux cas, les victimes ont été tuées parce que serbes ou considérées comme telles. Et voilà le monument du régime communiste dédié en hommage aux victimes de la barbarie nazie du 14 octobre 1941. Et donc les communistes s'attribuaient la douleur, bien qu'il n'y a eu que très peu de membres communistes parmi les victimes, et de la résistance non plus d'ailleurs. Ça n'a pas empêché le régime de vouloir faire déplacer le monument du centre-ville dédié aux soldats serbes morts dans les guerres des années 1912 à 1918 vers le cimetière à l'extérieur de la ville pour faire une place dans l'imaginaire collectif des habitants de la ville à ce monument qui est basé sur leur histoire fausse appelée propagande, qui vaut qu'aujourd'hui plus personne ne le visite vraiment, délaissé dans un parc vide, négligé. Ici nous avons l'église de la Sainte Trinité, édifiée en 1824, à côté de laquelle se trouve l'ancien lycée devenu musée. Lui, construit dans les années, je sais plus, 1873 précisément. Et derrière, ce qui est devenu le lycée sous le communisme. Et à côté de ça, nous avons la première maison construite légalement à Kraljevo, c'est-à-dire avec l'autorisation du prince régent de l'époque, Miloš. Cette maison a été construite en 1831. On l'appelle la résidence du prince Basile, Gospodar Vasin Konak. C'était le prince d'une des 12 provinces de la principauté de Serbie qui établissait sa préfecture de la région.
Construit donc légalement avec autorisation du prince Miloš Obrenović qui régnait sur la Serbie de l'époque en 1830. Et ce prince est décédé un an après la fin des travaux, puis la résidence est rachetée par l'église orthodoxe serbe en 1855. Ce qui était bien pratique puisque l'église de la ville est juste en face et servira de siège à l'évêché de Žiča. Sous le communisme, cette maison a été transformée en musée populaire de Kraljevo. Puis dans les années 90, fin des années 90, l'immeuble a été remis au monastère de Žiča, qui en fait un centre spirituel orthodoxe. Le musée, lui, est transféré en face, dans l'ancien lycée qui n'était plus utilisé depuis quelques décennies, puisque les communistes avaient construit d'autres bâtiments derrière. Nous allons faire un tour au musée pour voir l'exposition permanente. Alors sur cette place, il y a une fontaine horrible. Sous le communisme, il y avait un char qui avait été prétendument capturé par les communistes pendant la Seconde Guerre mondiale, avant les événements d'avril 1941, la tragédie, les crimes de guerre des Allemands. Et il a été déplacé parce que ça n'avait aucun sens. Le char était, quand on regardait un peu les commandes, elles étaient écrites en anglais, c'était un char américain. Donc il avait été reçu au titre du plan Marshall après la guerre, enfin de l'équivalent du plan Marshall par la Yougoslavie communiste. Et posé là comme un fait d'armes, alors qu'en fait Miroslav Samardžić, que vous connaissez pour ceux qui me suivez, a démontré que c'était les Tchétniks qui avaient capturé ces chars, qui ensuite évidemment ont été détruits, disparus. Et un char américain a été posé là symboliquement pour s'approprier ce fait glorieux. Bon. Allons au musée. Voilà, simple. 100 dinars. Alors ici c'est pour les expos artistiques, je présume. Archéologie, ethnologie, histoire, art. Comment c'est pas l'archéologie là-bas? Des pièces de monnaie, des médailles, ça datait du 19e siècle, mais là, néolithique. Alors cette sorte de couteau a été trouvé dans les environs 6000 ans avant Jésus-Christ. Et là, les œuvres d'art du néolithique, de la culture de Vinča, 4e millénaire avant notre ère. Il y a toute une explication là. Il semblerait que les explications ne soient qu'en serbe. Préciser les fouilles qui ont été faites
première fois que j'y étais venu il y a quelques années, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu une visite guidée pour le même prix par une des conservateurs du musée. Mais là, visiblement, vu le monde qu'il y a... Alors ça, c'est la forteresse de Maglich. J'ai oublié d'en parler parce que c'est au sud, dans la vallée de l'Ibar, à, je sais plus, 10-15 km d'ici, qui existe encore, pas sous cette forme, parce qu'évidemment tout ce qui était bois a disparu, et l'église aussi, je crois qu'elle a subi des revers du temps, qui datait du XIVe siècle. Il n'y a pas d'explication là. Donc il datait du XIVe siècle et qui servait de poste d'observation pour empêcher l'invasion ottomane, puisque c'était la route directe depuis le Kosovo vers le nord de la Serbie. C'était la route la plus praticable. C'est des bijoux de quelle période? III et IVe siècle avant notre ère. Alors maintenant nous allons... Ah voilà, la forteresse de Maglich, XIVe siècle exactement. Là on est donc au Moyen-Âge. Ça c'est un morceau de fusil retrouvé à Maglich, XVe siècle, datant du XVe siècle. Le monastère de Jicha. Un dessin du monastère détruit en 1822. Texte que je lirai plus tard. Ah, c'est un bref historique, c'est pas mal ça. Le panneau explique que la construction d'un fort à Maglich a été envisagée dès le milieu du XIIIe siècle, par crainte d'une invasion des Koumanes, un peuple turcophone qui connut son apogée en 1241, en occupant un énorme espace s'étendant du Danube en Roumanie jusqu'au lac Baïkal en Russie. Maglich est au sud de Jiča, qui était le siège de l'évêché de l'église orthodoxe serbe et capitale de la Serbie de l'époque. Et par crainte du péril Kouman, ils ont été transférés à Peć, en Métochie. Les gorges de l'Ibar, que la forteresse surmonte par une pente abrupte, a été la seule voie de communication reliant le nord de la Serbie au sud, c'est-à-dire au Kosovo et à la Métochie. Peu d'écrits subsistent de la construction de Maglich, mais on imagine qu'au XIVe siècle, quand il a été construit, c'était un ouvrage de défense contre les Ottomans, qui venaient depuis le sud.
La place forte a ensuite été utilisée pour la même raison par les Ottomans contre les Serbes au nord. Au XIXe siècle, les Serbes l'assiègent après avoir libéré Karanovac, futur Kraljevo. Pendant la Grande Guerre, Kraljevo a été le point de passage des réfugiés et blessés, fuyant l'avancée des Austro-Hongrois et des Bulgares. Et Kraljevo sera même la capitale provisoire de la Serbie pendant 2 jours, le 29 et 30 octobre 1915, quand le Premier ministre Nikola Pašić et le gouvernement prendront la décision de poursuivre la retraite vers Pristina, au Kosovo. Puis cela donnera la fuite de tout l'État serbe, connu comme le Golgotha albanais, quand le roi, le gouvernement, l'armée et nombre de civils serbes ont fui à travers l'Albanie récemment créée pour atteindre Corfou, en Grèce. Puis après la rupture du front de Salonique et la capitulation de la Bulgarie en septembre 1918, Kraljevo sera libéré le 22 octobre 1918. Là, on en revient au 19e siècle. Voilà, je vous laisse lire. Deuxième régiment de cavalerie qui marche à travers Kraljevo. On voit bien l'église au fond. Et ce qu'on voit en premier plan, c'est aujourd'hui une zone piétonne. Qu'on verra peut-être tout à l'heure. Un sabre russe raccourci de 1832. C'est intéressant. Alors ça c'est le journal austro-hongrois qui annonce, qui rapporte la prise de Kragujevac, Kruševac et son arrivée au sud de Kraljevo le 8 novembre 1915. Le martyr serbe. Cette photo est très connue. La première fois que j'ai vu, c'était ça date du Petit Journal. Elle montre la trahison bulgare qui poignarde le Serbe dans le dos alors qu'il se défend contre l'Austro-Hongrois et l'Allemand, et la passivité du Grec. La place centrale de la ville de Kraljevo en novembre 1915. Peut-être comme ça, c'est mieux.
Ça doit être pas de la Première Guerre mondiale, ça. Ah oui, ça c'est l'agression de l'OTAN, j'y reviendrai. Je me demande ce que ça fait là, après la Première Guerre. Milunka Savic, héroïne serbe. Je crois que c'est la femme militaire la plus décorée de l'histoire. Si je dis pas de bêtises. Et là, Miloš Aleksić. Qu'est-ce que représente cette grande fresque? Elle peut passer écrit en dessous. Ah, alors le tableau date de 1925 et elle représente Stepan Kolesnikov après la bataille du Kaymakchalan, par laquelle que les Serbes ont pris et qui était censé être imprenable des Bulgares, au prix de lourdes pertes, qui a précipité la capitulation bulgare. Et donc accélérer la fin de la Première Guerre mondiale. Voici le plan de bataille avant la percée du front de Salonique, en septembre 18. Vous voyez à gauche l'armée française, l'armée serbe, première groupe de division de l'armée britannique, artillerie, premier corps grec. Alors là, nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale et on a un peu repris des éléments de la propagande du régime communiste puisqu'on y trouve la brochure des conférences de l'Avnoï, qui était la conférence chez les communistes qui est avant en 43. Il y en a une première en 43, une deuxième en 44, je suppose, je sais plus. Qui établissait la Yougoslavie communiste avant même que la guerre se soit terminée. Il y a même un calendrier de l'église orthodoxe serbe. Ah, ça c'est la... note sténographique et documents du procès au général Draja Mihailovic, Belgrade 1946. Voilà, ça c'est la version communiste. Ticket d'entrée à son procès stalinien ici. Ça c'est... Komande Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Je suis un peu sceptique et dubitatif. Le tampon et la signature du général Mihailovic, à comparer avec les photos qu'on a déjà. Et ça me semble curieux parce qu'il n'y avait pas sur le tampon de mention de dans la patrie. C'était l'armée yougoslave, l'armée du royaume de Yougoslavie, commandement de l'armée de Yougoslavie. Et alors, voici les tchétniks du général Mihailovic, dont certains sont déjà bien connus pour ceux qui ont acheté notre livre bilingue français-anglais avec les 480 photos. Il y en a certaines qui sont évidemment présentes. Donc là, c'est la nouvelle version de l'histoire officielle en Yougoslavie, enfin en Serbie. C'est d'un côté les partisans et de l'autre les tchétniks qui ensemble étaient des résistants. Alors que sous le communisme, évidemment, jusqu'aux années 2000, c'était impensable. Voici le drapeau du 2e corps d'armée de Ravna-Gora. Évidemment, on y met que c'est de l'armée yougoslave dans la patrie, alors que c'était dans de l'armée yougoslave, ce que le drapeau montre bien. Ceci était le drapeau du royaume de Yougoslavie. Enfin, en tout cas, une des versions. Et là, je ne sais pas d'où c'est tiré ça, mais ça montre les dégâts des bombardements anglo-américains sur Kraljevo, qui a dû être publié à l'époque par les collaborationnistes de Nedic pour gagner les Serbes à leur cause, en pure perte. Là on est à Jica, ça c'est en octobre 41 qui a subi les bombardements allemands. Là, les pendaisons sur la place centrale de Kraljevo en août 41. Et ça, ce sont les victimes, ou plutôt les pertes dans les combats, les morts en combat, dans l'attaque de la garnison allemande en octobre 41, qui ensuite donnera la tragédie du crime de masse du 14 octobre 41, où les Allemands exécuteront 100 Serbes pour chaque Allemand qui a péri dans les combats. 50 Serbes pour chaque Allemand blessé. Voici l'image des combats. Photo bien connue. L'équipement de la Wehrmacht. Là aussi, quelques éléments de propagande du régime, puisque là, on nous explique que le fusil M24 est un fusil que les partisans avaient remodelé, ou je sais pas comment, customisé, pour employer un anglicisme, dans leur fabrique d'armes d'Ojice, alors que ils n'avaient pas de fabrique d'armes.
ça, c'est l'uniforme, je sais pas comment, le vêtement de prisonnier à Mauthausen du chef de l'hôpital de campagne sur la Ravna Gora, qui a été libéré de Mauthausen le 5 mai 1945. Et qui avait été contraint de porter ses tristement célèbres vêtements. Idem pour celui-ci, porté Mauthausen par Velimir Doncic, d'un village environ, qui est maintenant la banlieue de Kraljevo, Rivnica, de décembre 42 à mai 45. C'est l'appel dans un camp de prisonniers allemand. Là, ce sont les réfugiés Laoun, un dessin du régime collaborationniste paru dans la presse locale. Et là, ce sont des réfugiés, des enfants, dans une des cures thermales non loin d'ici, à 3 km de Kraljevo. Ici, c'est à Žiča. Et là, c'est à Veljačka Banja. Et là, ce sont des vêtements d'une prisonnière, idem au camp de Banjica, en banlieue de Belgrade. Olga Milutinović et Zora Ilić Obradović. Là, des réfugiés de Slovénie. Le document des réfugiés slovènes à Kraljevo. Ils étaient originaires de Maribor, en Slovénie. C'est l'unification, on passe de la Seconde Guerre mondiale à l'unification du royaume des Serbes, croates et slovènes en 1919. Et là, la libération en 1918. Entre la première patrouille militaire à Kraljevo, le 22 octobre 18. Là, c'est une photo des manifestations de 27 mars 1941 sur la place centrale de Kraljevo, contre la signature 2 jours auparavant de l'adhésion du royaume de Yougoslavie au pacte tripartite avec l'Allemagne nazie. Là encore, un peu de propagande dans l'histoire officielle. Le panneau décrit brièvement la Seconde Guerre mondiale telle qu'elle se serait déroulée à Kraljevo. Il est dit ici que le gouvernement de Yougoslavie avait signé l'adhésion du royaume au pacte tripartite le 25 mars 1941, cédant aux pressions de l'Allemagne nazie, mais que des manifestations massives ont eu lieu le 27 mars, dans toutes les villes en Serbie, y compris à Kraljevo, qui ont empêché sa ratification. Jusqu'ici, tout est exact. Et d'ailleurs, vous pouvez lire plus en détail sur notre site, mais voilà que, perfidement, le panneau de l'histoire officielle en conclut que l'agression par l'Allemagne nazie d'avril 1941 est la conséquence des manifestations du 27 mars. Et c'est on ne peut plus faux, puisque, comme le démontre Miroslav Samardžić dans son article, l'Allemagne avait prévu bien avant mars 1941 d'attaquer le royaume. Cette théorie de l'agression comme conséquence du refus de la population serbe de rejoindre Hitler est celle que prônent les militants pro-Nedić, qui disent aussi que sans les protestations, Hitler aurait prétendument laissé le royaume tranquille, aucun régime croate n'aurait commis de génocide et les communistes n'auraient pas été installés au pouvoir à la fin de la guerre.
Il est aussi dit qu'environ 2800 réfugiés ont été accueillis à Kraljevo, qui auraient été pris en charge par le gouvernement collaborationniste de Nedić, par le biais du commissariat aux réfugiés. Et c'est un mensonge, un quasi-mensonge par omission, puisque le commissariat est une entité légale dans les pays sous occupation, et qui avait été justement abolie par la formation de l'illégitime et illégal gouvernement de Nedić. Tout ceci est fait pour blanchir un tant soit peu, sans trop le dire ouvertement, les collaborationnistes de Nedić et Ljotić, en procédant par approximation et insinuation. Est-ce à dire qu'on cherche en Serbie à réhabiliter officiellement les collabos des nazis ? Non, pas vraiment. Le but de la manœuvre est de semer la confusion et le trouble pour empêcher que la vérité soit au grand jour. Ainsi, même le statut juridique des belligérants, qui est la base même de l'étude des faits et événements historiques, est volontairement laissée imprécise, pour maintenir la confusion dans la population et paralyser sa réflexion, et donc la détourner de questions concrètes et bien terre à terre. Par exemple, les partisans communistes sont toujours considérés officiellement comme des résistants, alors qu'ils n'étaient que des militants extrémistes armés, comme on dirait aujourd'hui, qui ne cherchaient qu'à prendre le pouvoir, et qui n'avaient aucune légitimité, au contraire des tchétniks du général Mihailović, avec lesquels les partisans sont mis sur un pied d'égalité aujourd'hui, alors que ces derniers étaient l'armée régulière du royaume, et qu'on qualifie pourtant seulement de monarchistes, comme on pourrait dire républicains ou démocrates. Pour ajouter à cette confusion dichotomique, on attribue à Nedić et Ljotić de nobles attitudes qui ne l'avaient pas eues pour noyer le poisson. Ainsi, in fine, dans la confusion, les descendants des apparatchiks communistes qui s'étaient installés de force dans les villas en 1945 qui appartenaient à des notables à travers la Serbie, ils peuvent aujourd'hui continuer à dormir tranquilles. Beaucoup de ces villas aujourd'hui sont estimées valoir plusieurs millions d'euros. Il est dit aussi que depuis le début du mois d'octobre 1941, les forces des tchétniks et des partisans communistes, ensemble, assiégeaient Kraljevo, ce qui était vrai, et qu'elles y attaquaient les Allemands pour faire en sorte de libérer la ville, ce qui est inexact puisque dans ces opérations conjointes entre tchétniks et partisans, qui était une application de l'accord pour la Serbie entre le général Mihailović et Tito en septembre 1941, au premier coup de feu tiré, partout où un siège des garnisons allemandes avait lieu, les partisans systématiquement restaient sur leur position de départ, ou bien se retiraient loin à l'arrière du front pour mettre en œuvre leur deuxième phase de la révolution, pendant que les tchétniks attaquaient seuls. Cette fois, l'historiographie officielle vise à complaire à la décision politique du gouvernement de Serbie de mettre partisans et tchétniks du général Mihailović sur un même pied d'égalité, à tout point de vue, et aussi en termes de combativité et de sacrifice d'hommes. Bref, cette tentative de libération de Kraljevo d'octobre 1941 a eu pour conséquence les représailles de la Wehrmacht contre les civils serbes du 14 octobre. Le panneau explique ensuite que Kraljevo était devenu un secteur stratégique pour les Alliés à la fin de la guerre, puisque c'est par la vallée des rivières Ibar, Morava et du Vardar que, depuis la Grèce, 350 000 soldats de la Wehrmacht se repliaient vers l'Allemagne. Aussi, Kraljevo aurait aussi été bombardé pour cela, ce qui n'est pas tout à fait exact, et je vous renvoie à notre tragique Pâques 1944. Pour plus d'explications, et que le plus grand nombre des victimes des bombardements anglo-américains de Kraljevo ont péri le 11 août 1944. Et le panneau conclut par une citation de la presse de Nedić de l'époque qui décrit les dégâts causés par les bombardements. Là, c'est la partie qui m'émeut le plus parce que il s'agit en fait de la pièce. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, vous avez le texte en anglais pour ceux qui voudraient. Une petite pièce qui montre les exécutions des Serbes de la ville, enfin des citoyens de Kraljevo, en représailles à l'attaque par les tchétniks de la garnison allemande en octobre 1941. Et la première fois que je l'avais visité, il y avait ces livres où on peut consulter le nom de chacune des victimes identifiées. Il y avait près de 2200 personnes qui devaient y périr. Je vais en prendre un.
Chaque page recense le nom d'une des victimes, sa date de naissance, lieu de naissance, sa profession au moment de son décès. Et là, c'est le nom de mon grand-père. Il y a juste une erreur sur sa date de naissance. 1902. Et là, un autre côté, il dit que je connais pas, qui était juge. On m'a dit que les livres allaient être réimprimés. Et j'espère que les erreurs vont être corrigées. Et ça, ce sont des objets personnels et messages des victimes. Au moins quelques visages. De ces victimes qu'il ne faut pas oublier. Là, les victimes sont menées par les Allemands pour être exécutées. Et les quelques dernières minutes qui les séparent de l'autre monde. Tableau de Milivoje Solzhenitsyn, compositeur, prêtre, diplomate, pédagogue, né à Kraïevo en 1892, dans une famille de riches commerçants. C'était original. Tous les portraits ont été peints entre 1934 et 1940. Un portrait de sa sœur, Darinka Solzhenitsyn, lui-même.
partie originale. Ces landaux étaient vraiment originaux. Une carte de membre avec le cycliste en 1935. On est dans le sport là, j'imagine. On reconnaît l'épiscope Nikolai Velimirovitch. Qui a fait un voyage de pèlerin à Jérusalem en 1930, tiens. Le couronnement du roi Pierre Ier. C'est original, le pays de France. Organe des États généraux du tourisme. Édité par Le Matin. L'arrivée du roi. C'est lequel? Milan Abramovich. Ouais, à l'occasion de sa visite, Karanovats devient Kraljevo en 1882, si j'ai bonne mémoire. 89, peut-être, il faudrait que je vérifie ça. L'entre-deux-guerres. Le Serbie se modernise, s'industrialise. Livret de caisse d'épargne de la banque franco-serbe. De quand ça date, ça? De la politique, je pense. Là, on a une photo des radicaux, 1898. Un appel, enfin des tracts en fait. Oui, 1882, la visite du roi Milan Abramovich à Karanovats qui devient Kraljevo.
plan de la ville de Kraljevo en 1901. C'est intéressant. Le budget de la ville de Kraljevo en 1880. Voilà. Voilà, à côté de la résidence, l'ex-résidence de l'épiscope, l'immeuble des archives et la fameuse rue piétonne que je l'ai évoquée tout à l'heure, où subsistent des maisons de ce style-là, qui datent du début du XXe siècle à peu près, qui ont été évidemment confisqués par les communistes sous le communisme et qui sont plus ou moins en ruine et que petit à petit hélas on remplace par des horreurs modernes qui n'ont aucune esthétique et qui ont été remplacées sous le régime communiste. Un truc qui n'a aucun sens. Voilà, il y aurait encore beaucoup à montrer sur la région, mais pour une première sur Kraljevo, pour les francophones qui n'ont aucun lien personnel avec la Serbie, je crois que l'essentiel a été exposé. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller visiter Kraljevo et sa région, pour la culture, l'activité sportive et le repos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez aimé que j'aborde plus en détail certains aspects particuliers. Non seulement je pense que je vais sans doute faire une deuxième vidéo de Kraljevo à l'avenir, mais aussi ça pourra être utile pour un tournage dans une autre ville. Alors c'est l'occasion de me faire vos suggestions dans les commentaires. J'espère que mon bref exposé vous a tout de même plu, malgré la qualité sonore qui souvent laisse à désirer, j'en ai bien conscience. Mais encore une fois, c'est une première et on fera mieux la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez nous soutenir en likant et partageant cette vidéo, en vous procurant nos livres et nous soutenant sur Tipeee. A bientôt sur notre chaîne.